Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais arrêter le ventilateur. Il fait chaud ici. Je ne sais pas quelle température vous avez en France, mais en Polynésie, il fait 30 degrés vraiment toute l'année. Et donc, c'est une joie, mais c'est aussi très chaud. Donc, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière vidéo de FAQ souscripteur que je fais avant de prendre des vacances bien méritées, tout le mois d'avril. J'expliquerai ça justement dans mon dernier live avant les vacances, donc dimanche 30 mars, donc ce dimanche, à 21h. Voilà. Donc, vous pourrez me poser toutes vos questions. Je ferai un point sur les 5 ans qui viennent de passer, évidemment, pour qu'on voit un peu tout ce qui s'est passé et avoir un peu de recul sur tout ça. Ce sera très intéressant. Donc, rendez-vous dimanche à 21h sur cette chaîne, voilà, dans la partie directe. Alors, vous m'avez posé énormément de questions, chers souscripteurs. Donc, j'en ai près de 40. C'est un record. Vous dites, voilà, il va partir en vacances, il faut vite lui poser nos questions. OK, mais du coup, ça fait beaucoup de questions. Alors, je ne les ai pas préparées. Je vais les découvrir avec vous, mais je vais essayer d'y répondre au mieux comme d'habitude. Alors, première question. L'Ukraine pourra-t-elle tenir et surtout vaincre l'envahisseur russe malgré ce retrait américain? Oui, alors on commence fort. On l'espère, mais les États-Unis pèsent dans la balance. Et non seulement ils n'aident plus, mais il semble qu'ils se mettent carrément du côté de l'agresseur. Et là, on en perd notre latin, parce que franchement, du côté de l'agresseur russe, mais aussi, semble-t-il, qu'ils veuillent prendre le Canada, sans blague, le Groenland et le Panama. Bon, le Panama, moi, ça ne me dérange pas. Honnêtement, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'ils l'ont construit. La Chine est en train de le prendre, donc il ne faut pas le laisser à la Chine. Par contre, le Groenland, c'est une terre qui appartient au Danemark, et ils ont voté massivement pour rester avec le Danemark récemment, donc ça ne serait pas du tout légitime. Et donc c'est une provocation hallucinante de la part d'un pays qui est censé incarner les libertés fondamentales. Donc là, on a la pire version des États-Unis, c'est-à-dire encore pire qu'avec la guerre en Irak. Donc si on revient à ça, et puis le Canada, j'en parle même pas, parce que là, ça serait une guerre ouverte, enfin, on ose l'imaginer, alors qu'il y a tant à faire contre les Russo-Chinois et nos ennemis. Non seulement on se met, donc c'est pour répondre à votre question, voilà, je crains que les États-Unis n'aient un tel poids que s'ils pèsent, alors Trump a même dit, l'OTAN fera moins peur à Poutine si les États-Unis n'en font plus partie. Ah oui, c'est sûr, puisque c'est 70% des financements et certainement autant de troupes et d'armes, etc. Donc là, on ne comprend pas, enfin, où on comprend, et malheureusement, donc, je doute que l'Ukraine, même si l'Europe monte en charge, parce que c'est ça la question, c'est qui pourrait remplacer les États-Unis? L'Europe. Or, l'Europe est très en retard, et même si l'Allemagne vote tous les crédits qu'elle est en train de voter, ça n'aura pas d'effet avant plusieurs années. Et là, ça se joue dans les années qui viennent. Donc, je vois ça de façon très négative. Désolé, je ne vais pas vous remonter le moral, je pense, dans cette vidéo. Deuxième question. Depuis l'entretien Zelensky-Trump-Vance, il y aurait une recrudescence du nombre d'engagés en Ukraine. Cela peut-il faire fléchir la position de Trump? Non. Alors, il s'en fout. Tant mieux si ça fait monter le nombre d'engagés. Ça a réveillé tout le monde. Là. Vraiment, ils se sont dit, bon, on ne peut plus agir comme on le faisait avant. Et donc, mais Trump, il l'a bien dit, et Vance l'a dit aussi, nous, on ira prendre le Groenland, même si l'Europe gueule. C'est hallucinant d'entendre ces paroles de la part d'un vice-président des États-Unis d'Amérique, quoi. Même un démocrate, ça serait choquant, alors un républicain. Troisième question. Certains prétendent que pour redorer son image en Occident, Vladimir Poutine pourrait lancer une série de procès pour juger des militaires responsables de crimes de guerre en Ukraine. Qu'en pensez-vous? Alors, je ne comprends pas cette question. Non, enfin, je ne vois pas. Pour juger des militaires responsables de crimes de guerre en Ukraine? Mais vous rigolez, il serait le premier à se mettre en procès lui-même, si c'était le cas. Donc non, il ne le fera jamais. Je ne sais pas comment vous pouvez imaginer une chose pareille. Quatrièmement, le cessez-le-feu à Gaza a été rompu il y a quelques jours. Va-t-on enfin assister à la fin du Hamas et leurs idiots utiles? On peut le souhaiter. Le problème, c'est que, oui, Israël voudrait en finir, mais il y a beaucoup de morts. Du coup, toute l'opinion internationale réagit et c'est normal. Et du coup, là, on n'est plus dans les opérations Beeper ciblées. Là, on est dans le... Il y a eu 500 morts, je crois, en un seul jour, ou je ne sais pas quoi. Donc, même si on est contre le Hamas, on ne peut pas être insensible à ce genre d'annonce.
Alors, il faut faire attention avec les chiffres qui sont annoncés, qui peuvent être issus du Hamas, justement. Mais oui, on peut espérer, parce que Trump, dans sa folie, peut quand même garder l'Iran comme ennemi, j'espère en tout cas, parce que là, ce serait de la folie. Et l'Iran étant allié des Russo-Chinois, ça va faire mal aux Russo-Chinois aussi. Mais s'il reste allié d'Israël, ce qui semble être le cas, heureusement, et donc ennemi de l'Iran, on peut espérer la fin du Hamas et de leurs idiots utiles, et même du régime iranien, pourquoi pas? Parce qu'il est très faible, hein, là aussi, mais tout comme la Russie est très faible et la Chine est très faible. Donc, j'en sais pas plus que vous, malheureusement, mais on peut espérer que Trump en finisse avec ce régime des mollahs, au moins, qu'il y ait quelque chose de positif dans son mandat. Cinquièmement, question plus légère. Sur un podcast d'entrepreneurs, l'un d'eux explique qu'une IA programmée pour répondre aux mails clients s'est mise à citer des passages de la Bible. Qu'en pensez-vous? J'en pense rien, hein, c'est très bien, mais une IA programmée pour répondre aux mails clients, ça peut être. Alors, soit elle peut être reprogrammée, une IA de base qui n'est pas du tout chrétienne, hein, comme vous le savez. J'en ai déjà parlé dans mon live précédent, et puis sur l'IA. Et puis sur d'autres vidéos, sont des gauchistes qui font ces IA-là, donc elles diffusent l'idéologie gauchiste, et donc certainement pas chrétienne, mais peut-être on peut la reprogrammer pour qu'elle cite des passages bibliques. Ça, mais je ne la vois pas faire ça par elle-même. Sixième question. Dans le Japon d'après-guerre, les autorités ont collaboré avec les Yakuza pour contrer l'influence communiste dans le pays. Selon vous, est-ce que de telles alliances sont respectables? Tout type de collaboration doivent-elles être entreprises pour éliminer l'international communiste? On en revient à désigner l'ennemi. C'est-à-dire, quand vous désignez l'ennemi, après, vous avez les ennemis de vos ennemis qui sont vos amis. Et donc, les Yakuza, effectivement, ce pas des enfants de cœur, mais on a eu plein de configurations comme ça. Je veux dire, même en France, les communistes, qui étaient des collabos pendant 2 ans de pacte germano-soviétique, ont rejoint la résistance. Et alors, certains disent que ça a fait plus de tort que de bien. Oui, en partie, puisqu'ils ne suivaient pas notamment les consignes de la résistance, et ils tuaient des dirigeants nazis qui généraient des représailles, etc., parce qu'ils voulaient faire oublier qu'ils avaient collaboré pendant 2 ans. Mais ils ont quand même rejoint avec des troupes importantes, avec des méthodologies, parce que les communistes sont bien organisés généralement. Et donc, respectable, non, mais vous savez, c'est pas toujours une question de respectable. La guerre, c'est, qui est avec nous, qui est contre nous. Et donc, plus vous en avez avec vous, mieux c'est. Enfin, si vous ne tirez pas dans le dos, bien sûr. Septièmement, connaissez-vous d'autres pasteurs aussi pertinents que R6 Pro et Robert Moret? Oui, il y a John MacArthur, il y a, je ne les ai pas tous en tête, mais je les regarde souvent. Vous allez sur les chaînes justement de R6 Pro, vous avez pas mal de pasteurs là qui s'expriment. Même si sur la chaîne de John MacArthur, vous avez un pasteur qui a été pris en flagrant délit d'adultère depuis 3 ans. Donc ça, c'est bien triste. Mais ça s'est su au moins, voilà. Donc c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. C'est toujours le problème. On a eu déjà le cas avec un autre pasteur, mais qui n'était pas protestant réformé, celui-là, qui était plus, on ne sait pas trop, arminien. Bon, c'était un Indien et le plus influent, mais comme il voyageait beaucoup, il était loin de son église, loin de ses proches et notamment de sa femme, et donc il s'était carrément créé un réseau de prostitution, quoi, avec des salons de massage, etc. Donc l'être humain est pécheur, et les pasteurs ne font pas exception, et si ils sont trop loin, trop longtemps de leur famille et de leur base, de leur église, ils tombent plus facilement dans le péché. Huitièmement, si on croit en Dieu, faut-il absolument aller dans le survivalisme et vouloir se protéger de tout, ou bien faire confiance en Dieu, accepter notre destin? Oui, c'est une bonne question. Là, je suis en train de lire justement dans la Bible, et puis j'ai lu dans le groupe de calvinistes, oui, un sermon qu'a retranscrit Enzo là, de son pasteur sur Abraham et sur le fait d'avoir confiance ou pas. Et Abraham a évolué dans la foi, il a grandi dans la foi. Donc au début, il faisait pas confiance à Dieu, donc il mentait par rapport à sa femme qui était jolie, et il avait peur que, avec les coutumes de l'époque, on lui prenne sa femme et je sais pas quoi. Mais après, il a grandi dans la foi, et au lieu de mentir, il a juste fait confiance à Dieu. Il s'est pris une part de terrain moins fertile que pour Lot. Et voilà. Donc, si on croit en Dieu, le survivalisme, moi je suis pas contre. Simplement, il ne faut pas l'extrême, c'est-à-dire vous avez un bon survivalisme, qui est celui, je pense, prôné par Piero San Giorgio, même si je ne partage pas toutes ses idées, comme vous le savez, au niveau géopolitique, et notamment russe. Mais voilà, faire un petit jardin, être loin des villes, moi je pense que c'est du bon sens. Faire un minimum de stock, voilà, éventuellement avoir des armes dans les limites de la loi pour se défendre,
si des gens viennent vous cambrioler parce qu'il y a eu effectivement des problèmes au niveau global et que tout le monde dépend un peu de son stock justement pour survivre, ça c'est du bon sens. Après, vous avez des gens qui s'enferment là-dedans, qui se font des bunkers dans lesquels ils veulent rester pendant des années, et ça me fait un peu penser à des militaires, à des soldats qui sont restés, je crois aux Philippines, dans la forêt pendant des années, je crois 40 ans après la fin de la guerre. Ils croyaient que la guerre continuait, oui. Donc ça, c'est un peu l'extrême qu'il faut éviter, parce qu'après on devient parano. Alors, même si seuls les paranoïaques survivent, hein, pour citer ce titre de Andy Grove, le fondateur de Intel, celui qui avait monté Intel au plus haut sommet, et une fois qu'il est parti, Intel a commencé à se casser la gueule. Oui, seuls les paranoïaques survivent, mais pas au sens clinique, parce que si vous êtes paranoïaque au sens clinique, vous vivez plus, et vous survivez même plus. Alors, merci pour cette question. Donc oui, il faut faire dans la mesure du... Parce que la Bible dit quand même, je complète, la Bible dit quand même, il ne faut pas être débile. Et vous pouvez faire confiance en Dieu, mais il ne faut pas sauter d'une falaise, bon, déjà. Et puis, la Bible vous dit de vivre, d'être rusé comme un serpent, et doux comme un agneau. Donc voilà, il faut, il faut être intelligent, c'est tout. Donc sans... Alors, on peut mentir si on n'a pas le choix, hein, toujours le même exemple, voilà, vous cachez des juifs dans votre cave pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des nazis qui se pointent, est-ce que vous avez des juifs chez vous? Vous n'allez pas dire oui, ils sont là, allez les chercher. Bon, vous allez dire non, évidemment. Donc le mensonge est condamné par Dieu, mais quelque part, on peut dire qu'il y a des circonstances atténuantes, voilà, quand la survie est en jeu. Pour autant, oui, je pense qu'il faut faire confiance à Dieu, mais pas de façon à prendre des risques trop importants. Voilà comment je répondrais à votre question. Alors, 9e question, est-ce chrétien de donner son sang? Bien sûr, pourquoi pas? Oui, c'est le sang, c'est la vie, donc Dieu ne l'interdit pas. Je sais que certaines sectes, comme je crois les témoins de Jéhovah, l'interdisent, mais ça, c'est pas du tout dans la Bible, et c'est très bien de donner son sang. Je l'ai fait longtemps, maintenant je le fais moins, mais voire je le fais plus, mais oui, ça sauve des vies, voilà. Je peux que l'encourager, évidemment. 10e, que pensez-vous de l'exorcisme? Pourquoi n'y en a-t-il pas dans le protestantisme? Je ne sais pas s'il n'y en a pas dans le protestantisme, je n'ai pas creusé, mais c'est surtout les catholiques qui mettent ça en avant. Et puis Hollywood, bon. Alors, oui, on a des exemples dans la Bible, hein, évidemment, où Jésus enlève des démons de gens, voilà, qui sont pris. Et on peut, par exemple, les gens qui font du yoga laissent rentrer des démons, de la méditation en général. Ça, c'est biblique, hein, c'est interdit justement très clairement par Dieu, parce que quand vous faites le vide, en fait, vous ne faites pas le vide, vous faites le plein d'autres choses que de Dieu. Voilà. Donc il vaut mieux vous remplir de la parole de Dieu et des psaumes, chanter, enfin d'une vie vraiment chrétienne, des bonnes œuvres si vous le pouvez, parce que sinon c'est autre chose. Voilà, la nature a horreur du vide, et l'homme étant pécheur, il va malheureusement se remplir de choses pas très catholiques, si j'ose dire. Donc l'exorcisme, c'est pas biblique dans le sens où il y a que Jésus, à ma connaissance, qui a pratiqué l'exorcisme. Donc, alors peut-être là vous me prendrez en défaut parce que je n'ai pas creusé la question, peut-être des apôtres qui avaient des dons spécifiques, mais selon nous, les protestants, effectivement, il n'y a peut-être pas d'exorcisme parce que le canon de la Bible est fermé. Les dons qui avaient été donnés aux apôtres, justement pour lancer la foi et l'évangélisation, n'existent plus aujourd'hui. Et il y a des sectes qui veulent le faire croire que ça existe encore avec le parler en langue, hein, ça c'est les pentecôtistes, ou d'autres petites sectes qui disent que n'importe qui, n'importe quel vrai chrétien peut soigner n'importe qui. Bon, si c'était le cas, il y aurait des hôpitaux qui se videraient, hein, donc j'ai jamais vu ça. Donc voilà, l'exorcisme, c'est un bon sujet de show, ouais, c'est pour ça que les catholiques, ils adorent, souvent. On a vu ça dans Constantine, par exemple, dans le film avec Keanu Reeves, qui est un exorciste. Bon. Et puis il y a L'Exorciste, voilà, tous ces films-là. Bon, c'est des films d'horreur, hein, donc moi, je n'ai pas tendance à y croire. Je pense pas que... C'est sûr que, par contre, si vous invoquez Jésus, qui est le plus haut nom qui existe, alors ce n'était pas un exorcisme que j'ai fait, mais quand le lendemain des attentats de Charlie Hebdo, on était avec ma femme dans le train de Blois à Paris, il y avait des musulmans qui fêtaient l'attentat, et ma femme me traduisait ce qu'ils étaient en train de chanter, c'était clairement ça. On était le 8, hein, donc janvier 2015, mais comme c'était en arabe, personne dans le train ne comprenait, sauf ma femme. Et donc on leur a demandé d'arrêter leur musique, déjà parce que c'était fort et dérangeant, et surtout on comprenait les paroles, et voilà. Ils se réjouissaient des attentats. Et donc il y a un taré là, d'islamiste qui est venu me menacer de mort,
On a appelé les flics et tout, mais c'est là que j'ai sorti ma Bible et j'ai dit au nom de Jésus, arrête ce que tu fais. Je ne sais plus ce que j'avais dit, mais c'était au nom de Jésus en brandissant ma Bible. Et il est allé se rasseoir. Alors c'était temporaire parce qu'après il est revenu, il m'a remenacé, etc. Mais ensuite, quand on est arrivé à destination, il a été tout de suite entouré de beaucoup de policiers, hein, puisque c'était très grave. Le lendemain d'un attentat, de fêter l'attentat et de menacer de mort des gens. Et je me rappellerai toujours les gens dans le train qui étaient venus nous emmerder, nous, avec ma femme. Hein. C'est là où je me suis dit, oh là, il y a quelque chose qui ne va pas en France. Ils ont peur de l'islamiste, donc ils viennent nous dire à nous d'arrêter de dire à cet islamiste, je sais pas quoi. Et puis finalement, je me suis vu donc arriver à destination. On devait rester dans la gare une trentaine de minutes, voilà, avec ma femme, et on est retombé sur lui et ses potes islamistes là. Mais je me suis vu lui tendre la main. Vraiment, c'était pas moi, hein, parce que je pouvais pas, c'est pas humain. Mais je me suis vu lui tendre la main. Donc lui, très surpris, il l'a tendu aussi. On s'est serré la main et paf, toutes les tensions sont retombées d'un coup. Et voilà, c'est pas de l'exorcisme, mais disons que c'est très choquant quand on vit ça et qu'on se voit presque comme un robot désarticulé. Vous savez, les gens n'aiment pas se dire qu'on est des robots. Moi, je prétends qu'on n'est pas des robots parce qu'on a une conscience, mais Dieu nous a créés et nous anime. Vous voyez. Donc voilà. Après, c'est autre chose. Alors, 10e question, que pensez-vous de l'exorcisme? Alors voilà, c'était la 10e question. Merci pour votre travail et bon repos. Ben oui, merci. Alors, 11e question, euro numérique pour octobre selon Lagarde, point d'interrogation. Alors, je n'ai pas l'information, c'est possible, hein, ça les intéresse toujours. Je rappelle que Lagarde est une agente du Parti communiste chinois, qu'elle a été nommée à la tête du FMI grâce aux voix de la Chine, qu'elle a nommé en retour d'ascenseur plein de pro-Parti communiste chinois comme directeur ou sous-directeur au FMI, et qu'elle a emmené toutes ses troupes ensuite à la BCE, et qu'elle a son mari même, Joe Canty, je crois qu'il s'appelle, qui est en affaire avec le Parti communiste chinois à Marseille, au MIF 68, à hauteur de 30 millions d'euros. Hein, donc, ce n'est pas des petites sommes et ce n'est pas des petites. Donc, voilà, ce ne serait pas du tout étonnant puisque c'est le modèle communiste chinois, là aussi, du yuan numérique, de l'euro numérique et de tout numérique, quoi. Ils veulent pouvoir tout tracer des gens parce que le cash, du coup, va disparaître et on n'aura plus cette liberté qui, aujourd'hui, nous paraît évidente, hein, tout comme avant la pandémie, ça nous paraissait évident de marcher sans masque, etc. Voilà, donc ils sont capables effectivement de passer ça très rapidement, mais je n'ai pas d'infos sur l'octobre. Peut-être vous êtes mieux informé que moi. 12e question. Croyez-vous à l'implantation de l'islam favorisée par les marxistes aux États-Unis? Quelle serait sa conséquence? Ah bah, l'implantation de l'islam, ça commence à dater, puisqu'il y a la Nation of Islam, mais ça c'est plutôt dans la communauté noire aux États-Unis, puisqu'il y a très peu de communautés arabes là-bas, en tout cas beaucoup moins qu'ici, hein. Et donc les Arabes là-bas sont plutôt des gens qui viennent du Golfe, etc. Donc c'est plutôt des gens riches. Donc il n'y a pas les mêmes problèmes que chez nous, c'est plutôt des gens pauvres qui viennent du Maghreb. Hein, c'est pas qu'une question de religion ou de race, hein, c'est souvent l'argent. Donc bizarrement, quand vous avez beaucoup d'argent, tout va bien pour vous et vous êtes moins violent. Bon. Alors, la Nation of Islam, par contre, ça c'est quelque chose qui travaille la communauté noire depuis longtemps. Et j'ai cru comprendre que les communistes poussaient effectivement l'islam dans ces communautés noires. Ils poussaient les Noirs, en fait, à la ségrégation, donc depuis les années 20, c'est-à-dire créer notre propre État noir aux États-Unis. Et puis, effectivement, l'islamisation, mais ça ne prend pas, en fait. On voit qu'il n'y a pas vraiment... oui, il y a Ilhan Omar, par exemple, qui est une députée au Congrès, assez influente, mais à part ça, il y en a quelques-unes comme elle, hein, mais ça ne prend pas l'islam aux États-Unis pour l'instant. En plus, il y a eu en septembre, ça les a vaccinés, hein, les gars. Ensuite, 13, mais évidemment, on précise, hein, même si beaucoup de terroristes sont musulmans, tous les musulmans ne sont pas terroristes. Voilà. Donc ça, il faut préciser à chaque fois. Et ce n'est pas une question de race. Hein. L'islam n'est pas une race. Voilà. Donc il y a des musulmans de toutes les races. Ensuite, 13e question, pensez-vous que la France est touchée à mort, comme le pense un penseur israélien dont j'ai oublié le nom? Mais touchée à mort par quoi? La France, elle a 2000 ans, elle en a vu d'autres, et donc elle n'est pas touchée à mort. Ça, c'est ce que prétendent les Éric Zemmour de ce monde, parce qu'eux, ils ne sont pas patriotes, c'est tout. Le suicide français, etc. La France est morte, il le répète, et il le dit, elle le répète. Non, la France, elle n'est pas touchée à mort, elle est affaiblie par des collabos, dans tous les sens, par
une islamisation qui n'est pas notre culture. Donc, quand c'est aussi massif, bah, ça pose des problèmes évidents. Et donc, les musulmans eux-mêmes sont discriminés chez nous alors c'est pas par des attentats, hein, mais c'est par des discriminations à l'emploi. J'écoutais même une vidéo hier d'un entrepreneur qui a réussi dans le kebab, et bon, d'origine marocaine, je crois, ou algérienne, je sais plus. Et il disait, bah voilà, moi je m'appelle un nom très connoté maghrébin, voire musulman. Et il disait, bah voilà, je peux pas avoir tel ou tel avantage qu'ont les Français de souche. Et alors qu'il a réussi en France. Il dit, donc, voilà, je m'en vais parce que j'en ai marre de ce traitement. Donc, certains jugeront ça comme étant des anticorps, d'autres diront, bah, c'est de la discrimination. Et voilà, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un mouvement pareil, il y a des réactions. Donc, mais on peut dire, moi je pense, hein, j'ai le droit de le penser quand même, que l'islam, la charia notamment, bah, c'est pas compatible avec la République. Donc, quand vous avez des millions de gens, avec en plus derrière des mosquées dirigées par des, des- des imams étrangers, qui veulent imposer des valeurs d'Arabie Saoudite ou de pays comme ça, en France, bah, ça marche pas en fait. Et c'est pas compatible avec le féminisme, avec même la gauche. Donc voilà, ça crée des problèmes, même si beaucoup de musulmans sont très travailleurs, évidemment. Et font des métiers souvent ingrats que des Français de souche ne veulent plus faire. Donc moi, j'ai jamais nié tout ça, et c'est pour ça que je me suis toujours dit pro-musulman, mais anti-islam. Voilà, parce que même l'islam est contre les musulmans, hein. Ils ne peuvent pas changer de religion sans risquer la peine de mort, etc. Donc, je ne sais plus quelle était la question. Euh, Pensez-vous que la France est touchée à mort? Voilà. Il y a plusieurs manières. Donc, c'est le Parti communiste chinois qui a pris nos élites depuis longtemps, et le communisme plus généralement depuis l'URSS, qui l'affaiblit par le haut, l'islamisation qui l'affaiblit par le bas. Vous avez voilà, plein de. Vous avez TikTok, enfin après, voilà, vous avez différentes conséquences qui affaiblissent notre pays. Mais on n'est pas. L'Union européenne, bien sûr, j'oublie pas. Euh, mais on n'est pas touché à mort. À mort, ça voudrait dire, voilà, on va mourir. Non, la France n'en est pas là, on en a vu d'autres, et donc on va se relever, ce sera un challenge, un de plus, mais on va y arriver. 14e question, que pensez-vous de Mathieu Boccoté? euh, Bah, c'est un gars de l'équipe Bolloré, hein, très clairement. Donc, il vient du Québec et voilà, il a rejoint Zemmour et compagnie. Bon, bah voilà, on sait ce que je pense de Zemmour. Ce sont des gens de l'opposition contrôlée qui ont accès à tous les médias, alors que moi, français de souche, là, pour le coup, moi, je suis discriminé dans mon propre pays hein, par rapport à des Mathieu Boccoté qui est étranger et qui a accès à tous les médias, alors que bah, il redonne un discours entendu 1 million de fois avec les Zemmour et compagnie. Mais comme je rentre pas dans ces cases-là, il a jamais parlé de la Chine communiste comme un ennemi, ni comme un danger, ni voilà. Ah ça, l'islam, oui, ça par contre, il va en parler matin, midi et soir, comme Zemmour. Et de Douglas Murray. Alors là, Douglas Murray, j'ai un peu plus de respect pour lui, même s'il m'a déçu récemment en soutenant Bernard-Henri Lévy. Ah, je l'ai informé pourtant, je l'ai informé après que j'ai vu cette prise de parole publique sur une scène quelconque. Je crois qu'il est venu en France pour soutenir Bernard-Henri Lévy, que Bernard-Henri Lévy avait soutenu Gabriel Matzneff depuis 40 ans. Alors comment est-ce qu'on peut soutenir un gars pareil? Bon, bref. Mais sinon, à part ça, Douglas Murray est plutôt sur la bonne position, je trouve. Là, il dénonce d'ailleurs Trump par rapport à ses prises de position sur l'Ukraine. Euh, il est pro-israélien, voilà, donc il est généralement sur les bonnes positions, mais il dénonce jamais le Parti communiste chinois, voilà, comme d'habitude. Mais bon, j'ai un peu plus de respect pour lui que pour Douglas Murray, que pour Mathieu Bock-Côté. 15e question. Alors, il y en a 38, il faut que j'accélère un peu. Croyez-vous que l'outre-mer français va exploser? Si oui, pourquoi? Bah, il a un peu explosé avec la Nouvelle-Calédonie, mais là, c'est revenu dans l'ordre, apparemment, heureusement, jusqu'à la prochaine fois. Ici, en Polynésie, c'est calme. Ailleurs, je ne sais pas trop, j'ai pas trop d'informations. À Mayotte, hein, ça a failli exploser, mais là, c'est redevenu apparemment. Quand on n'en parle plus, est-ce que c'est parce que ça se délite ou est-ce que c'est parce que c'est revenu à la normale? Je ne sais pas. Pour l'instant, ça semble tenir, mais pour combien de temps? 16e question. Que pensez-vous des controverses obsessionnelles sur le passé français comme guerre d'Algérie ou sa conquête, Vichy, la Shoah et la France et l'Afrique? Bah, justement, là, juste après cette vidéo, je vais commenter le retour de Jean-Michel Apathy face à Alain Duhamel, qui a lancé donc cette polémique. Les nazis auraient copié la France en Algérie. Bon.
Mais oui, on n'arrive pas à se sortir de ce passé qui ne passe pas, quoi, qui est un passif. Il faut arriver à se projeter vers l'avenir. Mais ça, c'est ça le problème de gens comme Jean-Michel Apathy et des médias français en général qui veulent continuer à focaliser sur le passé et culpabiliser la France au lieu de reconnaître, oui, c'est l'histoire, mais l'Algérie n'est pas non plus toute blanche, toute innocente. Là, c'est pas la blanche colombe. Il faut arrêter ce discours que tiennent pourtant les Duhamel et les Apathy. Quand je vois leur discours à tous les deux, c'est pareil. Sans tomber non plus dans l'excès de Zemmour qui dit que la colonisation était magnifique et que c'était bon. Voilà, c'est l'excès inverse, vous voyez. Donc, il faut essayer de trouver un peu le juste milieu et surtout, bon, arrêter avec ces chantages de l'Algérie là, qui nous insultent dans son hymne. Je veux dire, il faut que Macron prenne ses responsabilités et dise non, ça non. Vous voyez, là il y a une ligne rouge. Vous nous insultez pas dans notre hymne. Donc vous arrêtez ces conneries et vous reprenez les OQTF que vous devez prendre. Sinon, voilà. Et là ensuite, c'est le discours un peu plus de Retailleau. Là-dessus, évidemment, je le rejoins, il a raison. Mais il n'est pas suivi. 17e question. Allez-vous voyager si vous pouvez et quel lieu de préférence ça fait 10 ans moi, que je suis en Polynésie française, donc j'y suis bien. Mais oui, je peux voyager, j'en parle pas pour l'instant, mais c'est possible que même pendant mes vacances, là, je voyage. Donc, je vous le dirai quand je reviendrai. Parce que je vais pas, j'ai quelques ennemis et j'aimerais pas trop savoir, j'aimerais pas trop qu'ils sachent où je vais, quand, etc. Merci beaucoup pour votre travail, bonnes vacances et que le Christ Sauveur vous garde. Merci à vous, soyez bénis. Alors, 18e question. Pouvez-vous nous expliquer brièvement le fonctionnement du système scolaire aux États-Unis et la fermeture annoncée de son démantèlement? Merci d'avance et bonnes vacances. Alors, là, j'en sais pas beaucoup plus que vous, parce que moi, je n'ai pas suivi ce système scolaire, sauf, oui, j'ai suivi à l'université, ici en France, mais bon. Aux États-Unis, c'est un système scolaire qui se rapproche de plus en plus d'une autre, malheureusement, mais qui a encore, disons, c'est un peu les années 70 en France, quoi. Donc, moins gauchiste, mais en cours de gauchisation. Et donc, Trump a voulu mettre un terme à cela, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est les mêmes problèmes qu'en France, parce que nous, on a une franc-maçonnerie qui est de gauche et d'extrême gauche qui est extrêmement dominante dans l'éducation nationale, avec la Ligue de l'enseignement notamment, dont on parle jamais, et ce depuis Jean Massé, ça date pas d'hier, donc la Troisième République. Aux États-Unis, donc c'est moins avancé, et je pense que c'est une bonne chose. Après ça n'a pas l'air d'être légal, puisque c'est le Congrès qui peut décider de ce genre de choses, et donc ça risque d'être retoqué, à moins que Trump s'impose, et là, il verserait dans la dictature. Donc là, on ne le souhaite pas. Mais effectivement, les Américains sont de moins en moins bien éduqués, comme un peu partout en Occident, parce que toujours l'infiltration communiste, on n'en sort pas. Donc, voilà. A priori, bonne chose, mais si ça verse dans la dictature, il faut qu'il y ait les checks and balances, il faut qu'il y ait les contre-pouvoirs, parce que sinon, c'est plus les États-Unis, là, on verse dans autre chose. 19e question. J'ai une vision très simpliste de la géopolitique mondiale, et en ce moment, il y a un hic. Si Trump et la grande majorité de l'opposition, entre guillemets, ne sont en réalité que des lâches, comment se fait-il que les communistes n'aient pas déjà anéanti ce qu'il reste du monde libre? Alors, bonne question. Tout simplement parce que les communistes attendent leur heure. Ça, Jeff Nyquist l'a bien expliqué, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'ils attendent le rapport de force vraiment favorable. Et c'est en stratégie, c'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs. Donc là, au fur et à mesure que Trump fait baisser les États-Unis et que la Russie et la Chine augmentent, et puis l'international communiste, c'est bon à prendre pour les Russes ou Chinois, ça c'est sûr. Donc, ça serait trop tôt, vous voyez, et donc, si vous déclenchez l'attaque trop tôt, vous risquez de perdre, comme les Japonais, à Pearl Harbor. Ils ont gagné temporairement, puis après, ils ont réveillé les États-Unis qui leur ont démonté la gueule à Hiroshima et Nagasaki derrière. Donc, et puis dans tout le Pacifique. Donc ça, les communistes, ils ont appris, malheureusement, de l'histoire, et ils sont pas bêtes, donc ce sont des bons stratèges, et du coup, ils attendent leur heure. Et là, ils voient Trump qui enchaîne les conneries qui peuvent tomber sous le coup de la trahison, vraiment. Et du coup, ils attendent qu'il soit vraiment allé trop loin pour le mettre en grave danger, et comme on mettrait Pétain, vous voyez, en procès, et pour faire tomber avec lui une grande partie des idées républicaines. Comme ça serait le triomphe de la gauche et de l'extrême gauche. Et donc c'est ça qu'ils attendent, à mon avis. Et là, je reprends Jeff Nyquist. Alors, 20e question. Ça devient irrespirable entre l'islam et l'invasion migratoire, nos politiques qui sont soit francs-maçons, satanistes, poupées MK Ultra, les délires de l'IA et des robots qui montent en puissance. Enfin, concrètement, on va où là? Ma foi grandit, donc je n'ai pas de crainte, mais pourquoi la plupart des gens évitent ces sujets? Uniquement la peur.
Point d'interrogation. Oui, alors, bonne question. Bon, après, il faut pas trop tomber dans le complot, MK Ultra, machin, parce que ça, c'est plus le discours, de l'opposition contrôlée. MK Ultra, voilà, ça existe, mais on en fait des tonnes, alors qu'on ne regarde jamais ce qui se passe du côté du KGB et de ses suites, FSB, et c'est eux qui ont la prise dans notre pays. Hein. C'est pas MK Ultra. Donc, moi je dirais, plus une société est communiste, plus elle se dépolitise et elle devient religieuse. Et donc, voilà, il faut tous suivre la même ligne. Hein. Il y a les déviationnistes, donc il ne faut pas être déviationniste. Ça, c'était sous le maoïsme. Et on a un président maoïste, hein, je vous rappelle. Il n'est pas MK Ultra, lui. Alors, peut-être, mais il s'est dit maoïste. Donc, pour un MK Ultra, c'est un peu bizarre. 21e question. Le christianisme, j'avance un peu vite, hein, désolé, j'aimerais développer chaque question, mais là, comme j'en ai encore la moitié, là. Le christianisme réformé, en particulier le calvinisme, insiste sur la souveraineté de Dieu, en effet, et la centralité de la grâce dans le salut. Oui, c'est la Bible, mais bon, oui. Cependant, cette vision repose sur une lecture qui, en de nombreux points, s'éloigne du cadre biblique originel donné à Israël. Ouais. Là, c'est là où on ne va pas être d'accord. Bref, alors elle redéfinit la foi, la grâce et même l'identité du Messie en les détachant de leur contexte hébraïque, conduisant à une compréhension tronquée du message du royaume. Alors, ça c'est pas vraiment une question, mais c'est une prémisse qui est erronée. Parce qu'après, il y aura des questions, si j'ai bien compris, qui sont posées à partir de cette prémisse. Donc je réponds déjà à la prémisse erronée. Il y a un cadre similaire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a un peuple élu et il y a des élus, voilà, dans le Nouveau Testament. Donc le peuple élu, certes, tous les Juifs ne sont pas sauvés, mais ceux qui ont la foi le sont, comme on l'apprend dans Hébreu. Et donc, voilà, Abraham, Moïse, Noé sont sauvés par, non pas le fait qu'ils soient juifs, mais par le fait qu'ils aient la foi. Voilà. Et ils font partie du peuple élu. Donc ensuite, Jésus explique à Nicodème que c'est là le verset Jean 3,16, il élargit en fait aux non-juifs. Voilà. C'est pas du tout, il parle pas de tout le monde, il parle des juifs et des non-juifs, voilà, en disant le salut n'est pas réservé aux juifs. Et donc, je pense que elle redéfinit pas la foi, la grâce et même l'identité du Messie en les détachant de leur contexte hébraïque. Elle les confirme. Alors, voyons maintenant les questions qui s'appuient sur cette prémisse erronée. D'où les questions. 22e question. Si la foi véritable est une relation d'alliance impliquant amour et obéissance, pourquoi le christianisme réformé insiste-t-il sur une foi qui se limite à l'assentiment intellectuel au détriment de l'obéissance aux commandements donnés à Israël? Non, alors ça, c'est pas du tout ça le protestantisme réformé. Donc on voit bien la prémisse étant erronée, après on en arrive à des questions fausses. On ne se limite pas à l'assentiment intellectuel, enfin. Non, je pense que l'expression du cœur intelligent, que Dieu dit à Salomon, est la bonne expression. C'est-à-dire, on a un cœur, donc c'est les émotions, et on a l'intelligence. Donc c'est pas que l'assentiment intellectuel. Il faut les deux. Voilà, si vous avez que le cœur, bah, vous allez tomber dans votre péché, parce que le cœur est le siège du péché. Mais si vous avez que l'intellect, vous serez trop robotique et vous n'aurez pas votre nature et vos émotions. Donc, l'obéissance au commandement donné à Israël, ça c'est une lecture très judaïsante, comme on dit, c'est-à-dire il faut suivre le sabbat exactement de la même manière que les Juifs le faisaient. Non, Jésus a bien expliqué que le sabbat est l'ombre des choses à venir, à savoir lui-même. Il est le maître du sabbat. Donc, on peut et on doit prendre un jour de repos dans la semaine, comme Dieu nous y invite, mais c'est pas forcément le samedi, vous voyez, comme les Juifs le font, et certains, les plus assidiques, on va dire, n'allument pas... Et comme le rabbin là qui s'est fait agresser, il revenait chez lui et comme c'était Shabbat, il ne pouvait pas prendre sa voiture. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez plein de juifs le samedi marcher dans les rues, c'est parce qu'ils suivent le sabbat. Nous, on n'en est pas là en tant que chrétiens. Et alors, ceux qui se disent chrétiens, qui veulent revenir à ça, à mon avis, n'ont pas compris justement le message de Jésus. C'est qu'on on vit plus sous la loi, on vit sous la grâce. Voilà. Alors, 23e question, si Yeshua, donc voilà, ça c'est les judaïsants, ils appellent souvent Jésus Yeshua, je ne sais pas trop pourquoi, il s'appelle Jésus, hein, donc appelons-le par son prénom. Si Yeshua est venu accomplir et confirmer les promesses faites à Israël, pourquoi l'interprétation réformée le présente-t-elle comme un Messie détaché de la Torah et de son héritage hébraïque, en réduisant son œuvre à une question de salut individuel? Non. J'invite la personne qui a posé cette question à regarder le débat qui n'a pas eu lieu entre Mathieu Lavagna et moi, dans lequel je cite in extenso de nombreux exemples où Jésus cite
à l'appui de son propos l'Ancien Testament, justement, et c'est ça qui fonde le sola scriptura, notamment. Et donc, je ne comprends pas cette question, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Jésus n'est pas du tout détaché de la Torah. Il s'appuie systématiquement dessus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, Psaume 22,2. Donc, il renvoie systématiquement, comme il est écrit. Voilà. Il ne fait pas appel à la tradition, il fait appel à la parole. Donc, c'est un maître, c'est lui qui l'a inspiré, donc il la connaît mieux que personne. Il fait référence à la Genèse, etc., ce qui permet de dire justement que il y a la Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous, on n'est pas des gens qui renions l'Ancien Testament. Ça, c'est une hérésie qui a été condamnée il y a très longtemps, que reprend quelqu'un comme Soral, ou même en partie quelqu'un comme Lesquin. Ce n'est pas du tout le cas des protestants réformés. Donc, d'ailleurs, en France, les protestants réformés prenaient souvent un prénom hébraïque, comme Abraham, ou Isaac, ou Jacob. Donc, si vous ne connaissez pas bien l'histoire du protestantisme réformé. C'est vrai que c'est moins le cas aujourd'hui, parce que bon, c'est passé de mode. Mais voilà, on est très attachés. Jésus était un juif. Les protestants sont les moins antisémites au monde. Voilà, c'est eux qui sont les plus proches d'Israël. Le Chambon-sur-Lignon, en France, était un village protestant. C'est celui qui a le plus protégé les juifs. Donc, non, vous n'avez pas vraiment creusé la question. 24e question, si la grâce est censée nous donner la capacité de marcher dans l'obéissance à Yahvé, c'est pareil, hein, au lieu de dire l'Éternel, on dit Yahvé, bon, sous la conduite de l'Esprit, comment justifier une théologie qui considère la Torah comme abolie alors que Yeshua lui-même a déclaré qu'il n'était pas venu l'abolir? Mais on ne considère pas la Torah comme abolie, je viens de l'expliquer, donc j'y reviens pas. Je ne sais pas pourquoi vous croyez ça. C'est peut-être ce qu'on vous a mis dans le crâne pour vous faire croire à ce que vous croyez, mais c'est faux. 25e question, si l'on te démontrait, à partir des Écritures replacées dans leur contexte hébraïque, que certains enseignements du protestantisme réformé s'éloignent du message biblique originel, serais-tu prêt à réévaluer ta compréhension de la foi et ajuster tes croyances en conséquence? Ben oui, c'est bien ce que je fais depuis 10 ans que j'ai été converti. C'est-à-dire que j'ai fait le tour des croyances qui existent, hein, le catholicisme, l'adventisme, le pentecôtisme, les témoins de Jéhovah, les mormons, j'ai fait le tour. Le catholicisme, et j'ai bien vu que le protestantisme réformé, et notamment le calvinisme, était celui qui était le plus proche du message biblique originel. Donc depuis mes 10 ans en Christ, un peu plus maintenant, n'ont fait que confirmer tout cela, et j'étudie la Bible tous les jours, je la lis 3 fois par jour, enfin, voilà. Et j'ai un groupe de calvinistes avec lesquels on échange là-dessus. Donc, merci pour ton feedback, sois béni avec toute ta maisonnée, profitez bien de vos vacances bien méritées. Merci, bah, vous aussi, et sois béni. 26e question. La fixette, entre guillemets, de Trump sur le Canada, qui est aussi un État fédéral, pourrait-elle aboutir à ce qu'il tente de séduire individuellement des provinces, par exemple le Québec, pour tenter de les rallier aux États-Unis par la manière douce? Ah non. Donc, bonne question, mais j'ai vu les réactions du Québec au même niveau que le reste du Canada. Alors que d'habitude, le Québec est assez proche des États-Unis, justement, parce qu'ils voient, ils ont des liens directs et ils veulent limiter l'influence du Canada, notamment au niveau linguistique et culturel. Donc voilà, ils se servent du contrepoids des Américains. Mais là, ce que fait Trump est vraiment n'importe quoi, puisque même le Québec est vent debout, quoi. D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, est québécoise, hein, au départ. Elle parle avec un tout petit accent français qu'on reconnaît bien. Et je pense que c'est de la folie, cette histoire, et que le fait que le Canada soit fédéral ne change rien. Ça va, au contraire, fédérer encore plus les différents États du Canada. Et là, le patriotisme, c'est ça. Hein, on peut être tout à fait fédéral, mais très patriote. C'est le cas d'ailleurs des États-Unis. Donc le Canada n'a jamais été, je crois, aussi patriotique que ces derniers temps, quand il est attaqué par son principal allié, quoi. Donc non, si c'est la stratégie que veut Trump, ça ne marchera pas. Il sera obligé d'envoyer des troupes, hein. Et là, ça va mal se passer. 27e question, comment tracer le financement de tous ces médias pro-russes pour savoir d'où ils parlent exactement, puisqu'ils nient tous l'aide apportée à Staline dès 1941, ce que Poutine cache aussi, puisqu'en 2004, il faisait fermer l'ancien musée des Alliés et du Pré-Bail à Moscou, qui présentait des preuves matérielles des contributions des États-Unis à l'effort de guerre soviétique. Nikita Khrouchtchev rappelle dans ses mémoires que si les États-Unis ne nous avaient pas aidés, nous n'aurions pas gagné la guerre. Merci encore Jean et bonnes vacances. Bah, merci à vous. Oui, bah, tout est dit et là, la réponse est dans la question vraiment parce que. Alors, comment tracer le financement de tous ces médias pro-russes? À moins que des journalistes enquêtent, ce qu'ils ne font pas, on ne saura jamais. Et est-ce qu'on peut seulement enquêter? Mais je veux dire, si ces médias-là ne sont pas financés par les Russes, ils travaillent gratuitement, hein, parce que franchement, ils reprennent la logorée de RT France
Et ils invitent, même CNews qui invite Xenia Fedorova, ancienne dirigeante de RT France. Donc là, ils se cachent même pas. Ils assument. Jusqu'à quand? Après, la question, c'est effectivement toute la propagande sur le lend and lease, comme on l'appelle, donc le prêt-bail, sans lequel l'URSS se serait fait littéralement exterminer. C'est ce que ne voulaient pas les Américains, parce qu'ils pensaient que si Hitler détruisait l'URSS et prenait l'URSS, alors là, il avait de grandes chances de gagner toute la guerre. Parce qu'il s'emparait de ce terrain gigantesque, hein, le premier État au monde en termes de superficie, avec toutes ses ressources, et là, ça lui donnait encore plus de pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce... Et puis aussi parce que Delano Roosevelt était un peu manipulé par des gens comme Alger Hiss, qui était donc ce conseiller acquis aux soviétiques, hein, et qui l'influençait. Mais je pense que c'est un mal pour un bien, en effet, on n'a pas trop le choix. Et c'était peut-être ce que souhaitait Staline d'ailleurs, hein. Donc voilà, il a obtenu... celui qui a gagné cette guerre, effectivement, c'est autant Staline que Roosevelt, puis Truman, hein. 28e question. Comment le processus de paix mené par les États-Unis peut-il évoluer? On constate que le président Zelensky et les Ukrainiens sont loin d'être malléables, accommodants, ne s'avouant pas vaincus. Et oui, et surtout, ils ont connu un génocide, ils ont connu l'occupation. Donc voilà, c'est comme si aux Français, vous diriez, bon ben voilà, il y a les nazis là qui reviennent. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passerait, hein? Vous le voyez bien, déjà, toute la gauche est vent debout alors qu'il n'y a pas de nazisme. Donc c'est pareil avec les Ukrainiens. Sauf que là, il y a l'ancien occupant, l'ancien génocidaire. C'est comme si vous disiez à Israël, bon ben voilà, il y a l'Allemagne nazie qui revient. Qu'est-ce que vous pensez qui arriverait? Donc ils sont à ce niveau, les Ukrainiens, qu'on ne peut pas les manipuler, vraiment. Et Zelensky incarne bien ça, c'est ce qui énerve d'autant plus les pro-russes et Poutine et tous ces gens-là. Donc les négociations, à mon avis, si vous ne donnez pas aux Ukrainiens le minimum de ce qu'ils demandent, vous n'aurez pas de négociation, hein, vous n'aurez pas de paix. Voilà. Parce que c'est eux qui sont attaqués quand même, hein, n'oublions pas. Et puis là, Witkoff, l'envoyé de Trump, qui reprend exactement les points de Poutine, je veux dire, au bout d'un moment, en disant que l'Ukraine n'est pas un pays, ça, c'est pas acceptable, enfin, c'est évident. Mais c'est fou quand même, quand on y pense, que les États-Unis d'Amérique soient sur cette position. Alors, 29e question, les États-Unis, pour se découpler de la Chine et contrer sa volonté d'hégémonie sur le monde, se rapprochent de la Russie. Pourriez-vous rappeler en quoi cette stratégie, ces manœuvres constituent un piège? Oui, c'est Golitsyn qui l'a bien analysé. Donc c'est du Kissinger inversé, c'est du Nixon inversé. Nixon s'était rapproché en 72 de la Chine pour faire du containment de l'URSS, sauf que ça n'a pas marché, évidemment. Ça a beaucoup enrichi la Chine et ça n'a pas affaibli l'URSS, puisque l'URSS avait pour stratégie de faire croire qu'elle s'effondrerait et que le communisme s'effondrerait avec elle, alors qu'elle se renforçait, aussi bien en Chine que le KGB qui restait, donc qui a pris encore plus la domination de l'économie russe ou de l'ex-URSS, et donc ils ont pu lancer des opérations de subversion en Occident, comme l'avait révélé Bezmenov déjà dans les années 80, avec 85% de subversion et 15% de budget pour l'espionnage seulement. Donc voilà, c'est un piège parce que ils travaillent de concert depuis 1949 et que ce qui renforce l'un renforce l'autre, et quand vous vous rapprochez de l'un, vous vous rapprochez de l'autre aussi. Et ils jouent là-dessus en faisant croire qu'ils sont opposés, qu'ils ont voilà, la Sibérie, attention, tout ça c'est du... Et ça, des gens comme Philippe Fabry qui tombent dans le piège parce qu'ils ne veulent pas lire Golitsyn et ils veulent rester dans leur rail, là, leur confort intellectuel, sans vouloir voir que le communisme non seulement n'est pas mort, mais il n'a jamais été aussi puissant. Il y a une internationale communiste qui veut créer ce fameux gouvernement mondial, hein, comme l'avait dit Attali, qui est un de ses principaux agents, et Nicolas Sarkozy, un nouvel ordre mondial, voilà, qui était pro-russe, Nicolas Sarkozy. Donc là aussi, au bout d'un moment, il faut détricoter toute la propagande qui a été faite par les médias et l'opposition contrôlée, puisque Sarkozy a été dépeint par les deux comme un ultra pro-américain, ce qui n'a jamais été, vraiment jamais. C'était un pro-russe, il a vendu des Mistral, voilà. C'était un peu... il était aligné sur Merkel pour interdire à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, et à la Géorgie. Et on a vu la conséquence. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un piège. 30e question. Donc voilà, Trump va se casser les dents en se rapprochant de la Russie et en croyant... Alors, est-ce qu'il y croit lui-même ou est-ce que c'est un agent russe et il sait très bien ce qu'il fait? J'en sais rien. Ça revient au même en tout cas. 30e question. L'Europe, face aux déclarations des États-Unis, doit reprendre son destin en main. Je suis d'accord. Elle se réarme massivement. L'Allemagne va employer un budget hors norme à cette fin. Y a-t-il une volonté cachée de l'Allemagne de dominer l'Europe alors que la France possède la dissuasion nucléaire? Non. Je pense que les Allemands sont tellement au fond du trou là
D'ailleurs, sur les 500 milliards qu'ils ont prévus, il y en a 100 milliards qui vont dédiés au réchauffement climatique. Donc, ils n'ont rien compris, quoi. Mais ça, c'est parce que Merz a pas eu des très bons résultats à l'élection à cause de l'AfD, et du coup, il doit faire l'alliance avec les Verts une fois de plus. Voilà. Après tous leurs échecs, ceux-là, ils ont tué le nucléaire en Allemagne, ce qui a tué l'économie, hein, pour être clair, et l'indépendance énergétique, eh bien, ils reviennent au gouvernement. Donc ça, c'est très injuste, mais c'est comme ça. Donc il faut leur faire des concessions, sinon il n'y aura pas de coalition. Bref, l'Allemagne est au 36e sous-sol, démographique, économique, qui sont tellement dans les mains de la Chine et de la Russie encore, que ce budget-là, on ne le verra pas avant 5 ou 10 ans. On n'en verra pas dans 5 ou 10 ans les fruits. Et d'ici là, la Russie peut très bien attaquer, menacer d'attaquer, ce qui reviendra au même. Et l'Allemagne tombera comme un fruit mûr, parce que la France, je ne suis pas sûr que Macron veuille venir à la rescousse de l'Allemagne. Mais si on commence à dire bah, notre dissuasion nucléaire, ça vaut aussi pour l'Allemagne, alors là, on se vide de notre sang, hein, quelque part, pour protéger un pays qui, effectivement, pourra en profiter derrière pour, à la première occasion, nous détruire. Donc, c'est des temps très compliqués qui arrivent, hein, parce que l'Allemagne, c'est pas nos copains, hein, historiquement. Ça, je crois qu'on l'a bien compris. Et là, avec l'Union européenne, ils s'étaient construit un truc à leur mesure, que ce soit l'euro ou que ce soit la politique étrangère. Et donc, maintenant, ils veulent construire une Europe de la défense. Voilà. Pourquoi? Parce que l'Allemagne n'a pas vraiment de défense, hein. Et le peu qu'elle a, elle ne veut pas en faire profiter l'Ukraine, alors qu'elle est la prochaine sur la liste. Donc, voilà, Merz, c'est peut-être un espoir, mais comme il est proche d'Édouard Philippe, là aussi, j'ai plus espoir dans ces gens-là. 31e question. Une armée de métier, bouclier d'un pays, énergie vitale. Dans de nombreux pays, les injections ARNM ne sont plus obligatoires dans l'armée, voire interdites, comme aux États-Unis, étant donné les effets indésirables graves menant parfois au décès. Pourtant, celle-ci reste obligatoire dans l'armée française. Le lobby financier pharmaceutique fait-il la pluie et le beau temps? C'est pas le lobby financier pharmaceutique là, qui a le pouvoir. Eux, ils en profitent. Mais ceux qui ont le pouvoir, c'est le Parti communiste chinois. C'est un vaccin chinois, hein, je le répète. Donc effectivement, l'armée française oblige encore les soldats qui vont en OPEX à se vacciner, alors que apparemment c'est pas le cas dans d'autres pays. Et ça, c'est parce que notre oligarchie est aux mains de la Chine communiste et que donc on subit encore, et ça c'est peu su, hein, merci pour votre question, parce qu'il n'y a personne qui en parle, même dans les sphères anti... voilà. Personne ne dit que c'était un vaccin, c'est pas un vaccin, je mets que c'était un vaccin entre guillemets chinois, Fosun Pharma, rebrandé Pfizer pour mettre ça sur le dos des Américains, et donc du lobby financier pharmaceutique, et donc faire diversion une fois de plus du communisme, hein, comme d'habitude, et diaboliser le capitalisme. Donc, on connaît, et effectivement, les labos pharmaceutiques se goinfrent, littéralement, mais parce qu'ils sont collabos des Russo-Chinois chez qui ils ont quasiment tout délocalisé. Voilà, je cherchais le mot. Donc, ils sont plus maîtres de leur destin, hein. C'est la Chine qui leur dit ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je veux dire, quand on sait que le centre mondial de recherche et développement de Pfizer est à Wuhan, je veux dire, bon, on a compris. Ça, personne ne le sait, parce que personne parle de mes enquêtes. Et voilà. 32e question. Le scandale absolu, le rapt des enfants ukrainiens, y compris russes, par le régime russe pour les déporter dans des camps et les lobotomiser. À part votre média, aucun autre ne dénonce cette déchéance de l'humanité. Si, heureusement, je ne suis pas le seul. Quels sont les chiffres? Sait-on où se trouvent ces camps? Le transfert forcé d'enfants constitue un crime contre l'humanité. Que font les organisations gouvernementales habilitées? Voilà, on attend par exemple Amnesty International, hein, là-dessus. Alors ils ont peut-être fait un communiqué, j'en sais rien, mais enfin je ne les ai pas beaucoup entendus. Et le chiffre, c'est entre 20 et 25 000 enfants qui ont été capturés, souvent des enfants de soldats tués au front, hein, et qui n'ont pas pu partir, donc se réfugier à l'étranger, comme l'ont fait des millions d'Ukrainiennes avec leurs enfants, les hommes étant restés au front. Et donc, quand les enfants ne peuvent pas partir pour X raisons, et que leurs parents sont tués, les Russes les chopent, ou alors c'est dans les zones occupées, hein, Donbass ou autres, ils les chopent, et puis ils les déportent, ils les rééduquent, hein, pour ensuite leur faire croire que l'Ukraine est l'ennemi et qu'ils en font des soldats ensuite pour aller, comme de la chair à canon, se faire tuer là-bas, quoi. C'est de la folie furieuse. Depuis l'élection de 33e question. Depuis l'élection de Trump et l'évolution de la situation internationale, penses-tu te sentir encore à l'abri en Polynésie? Oui, moi je me sens à l'abri partout parce que c'est Dieu, hein, qui. C'est pas une question d'endroit. Mais c'est vrai que Dieu m'ayant envoyé ici, il y a 10 ans déjà, et pour échapper au déluge de sang, il y a bien des raisons. Donc tout ça se confirme malheureusement. C'est-à-dire, depuis 10 ans, il y a eu quoi? Bon, il y a eu les attentats, mais c'était pas énorme, je veux dire, niveau par rapport à ce qu'on a connu depuis, hein, parce qu'évidemment, c'est toujours des centaines de morts, c'est toujours horrible.
Mais ensuite, vous avez eu la pandémie, bien sûr. Donc là, 100 000 morts, hein, en France. Et ensuite, bon, la guerre en Ukraine et toutes ses conséquences. Euh, c'est le déluge de sang, à mon avis, n'est pas encore vraiment arrivé. Donc voilà, moi je suis ici, et puis on verra bien. 34e question, penses-tu possible l'envoi de soldats chinois en Ukraine? Quelles en seraient les conséquences pour l'Ukraine? Oui, c'est envisagé. Euh, Ça serait de la folie. Même l'Ukraine est favorable, donc ils n'ont rien compris. Et là, vous avez carrément une armée d'occupation que vous accueillez à bras ouverts, et comme ça c'est ça la stratégie, la bonne stratégie, hein, c'est cheval de Troie. Donc, sous prétexte d'amener la paix, en fait, vous amenez la guerre. 35e question, je reste troublé par le fait que Trump fut considéré jusqu'à très récemment et quasi unanimement par la résistance internationale anticommuniste comme un possible résistant à l'emprise communiste et donc comme un allié de la guerre actuelle. Oui, pour ceux qui ont suivi mes conférences internationales anticommunistes, j'étais le seul à dire mais attention, là, ça ne va pas. Depuis un an qu'on a fait ces conférences. J'ai regardé d'ailleurs par curiosité pour voir si mon discours, je ne l'avais pas un peu réécrit avec le recul, vous savez, c'est toujours facile, mais je suis tombé effectivement sur des passages où je mettais très clairement Trump en cause. Alors, j'allais pas aussi loin qu'aujourd'hui, parce qu'évidemment, il n'avait pas fait toutes ces conneries, et j'étais loin moi-même d'imaginer qu'il pourrait aller aussi loin, mais je disais, là, ça pue, pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça, pourquoi il prend J.D. Vance, j'ai revu ma vidéo, j'avais fait une vidéo où au moment de la nomination de J.D. Vance, je dis, mais pourquoi? Là, je comprends. Vice-président, c'est pas n'importe qui, c'est le gars qui remplace le président s'il meurt. Hein. Et donc, non, c'est Tulsi Gabbard et tout ça. Donc là, je pressentais un truc grave. Euh, et j'ai dit même à un moment à Trevor Loudon, qui disait non, mais c'est bien Trump, il va faire des choses, attendons de voir. Je disais, mais si il s'avère être le gars qui va tuer l'Occident, est-ce que tu regretteras pas ton vote? Il me dit non, parce que de toute façon, en face, il y a les communistes avérés et je suis obligé. Et voilà, et ça, c'est le ciseau sinorus de Golitsyn. Hein. Je disais, bah, les Américains, vous êtes foutus, en fait. Vous n'êtes plus en démocratie, parce que vous êtes comme nous maintenant, soit vous votez pour un pro-russe, soit pour un pro-chinois. Voilà, donc c'est tout. 36e question, personne n'avait donc enquêté sur lui et ses liens anciens avec la Russie. Si, mais même moi, j'avais du mal à y croire, parce que on veut pas croire que même la droite a été infiltrée au point que le leader de la droite est un agent russe. C'est tellement énorme. Mais voilà. 37e question, penses-tu que si ces faits avaient été révélés avant l'élection américaine, aurait pu faire pencher la balance pour Nikki Haley? Non, puisqu'ils ont été révélés avant l'élection américaine. Hein. Mais aux États-Unis, c'est là-bas où ça compte. Mais là-bas, les Américains, Trump a créé une base qu'il a surnommée MAGA, qui sont des gens, certes, ils ont des bons sentiments pour l'Amérique, mais derrière, ils ne réfléchissent pas assez. Et ils ne connaissent pas assez au niveau international ce qui se passe, et l'emprise notamment du communisme. Et voilà, du coup, ils se font manipuler, et ils tombent dans le piège de cet homme de la télé-réalité, quoi. Et moi, je dois avouer, hein, en 2016, j'étais à fond pour Trump, parce qu'en face, il y avait Bush, il y avait Ted Cruz, j'aimais pas. Bon, Ben Carson, je le trouvais un peu mou. C'était le candidat de Jeff Nyquist, mais je le trouvais un peu trop mou. C'est sûr que ça aurait fait un contre-Obama très intéressant, évidemment, un noir de droite. Bon. Et puis Marco Rubio, c'était n'importe quoi. Enfin, voilà. Et je trouvais que Trump sortait du lot, très clairement. Il était meilleur à tous les points de vue. C'est pour ça qu'il a gagné la primaire. Et derrière, qu'il a gagné face à Hillary Clinton. Mais même pendant son premier mandat, on a été très déçus. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il a fait si peu contre la Chine, si peu pour construire le mur, si peu. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et même si les démocrates lui ont mis des bâtons dans les roues toute la journée, même, enfin, je veux dire. Et là, il en fait trop dans l'autre sens. Donc, 38e question. Quel est le verset de la Bible qui soutient le plus ton espérance? Merci pour tes réponses. Merci pour ces 5 années de travail acharné que j'imagine éprouvantes. Bonnes vacances. Oui, oui, c'est très éprouvant en effet de suivre au quotidien l'actualité nationale et internationale pour essayer de la commenter et d'essayer de la comprendre, parce que c'est tellement complexe, il y a tellement de facteurs, il y a tellement d'analyses. Et franchement, avec Golitsyn, je me suis... voilà, ça j'en parlerai dans mon live, donc je n'y reviens pas maintenant. Mais alors, quel est le verset de la Bible qui soutient le plus ton espérance? Il y en a beaucoup, hein, mais dans Romains 8, 28, je crois, où tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être l'image de son fils premier de plusieurs frères, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça pour moi, bon, voilà, tout est dit, il n'y a pas d'intervention humaine, donc je ne peux pas perdre le salut que Dieu m'a offert par grâce.
sans que je le mérite. Donc, c'est pas que je peux faire n'importe quoi, mais il me garantit qu'il va me sanctifier, et donc il va vider petit à petit mon vieil homme, voilà, qui me tire vers le bas, et il va me remplir de Jésus qui me tire vers le haut. Et ça, c'est la meilleure promesse. Il y en a d'autres, hein, voilà, c'est dans Jean, il y en a plein, mais moi, un de mes préférés, c'est Jean 10, 26, 27. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Moi et le Père, nous sommes un. Quand vous entendez ça et que vous croyez à la Bible et à Jésus, et que c'est une promesse, bah voilà, vous êtes sauvés. Voilà, vous savez le poids, je retirerai ton fardeau et je t'offrirai le repos. C'est ça, on est là-dedans. Alors il y a les difficultés de la vie, mais ça c'est normal. Dieu nous éprouve, il nous met nous plonge dans la fournaise de l'adversité, comme il dit. Et c'est très bien, parce que c'est comme ça qu'on progresse. C'est pas dans le succès qu'on progresse, c'est dans la difficulté. Donc ça doit être une source de réconfort pour vous qui m'écoutez aujourd'hui et qui avez des difficultés. Sachez que ce n'est pas innocent. Tout a un sens. Il y a aussi un verset qui dit, c'est en Proverbe 16,4, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc ça, c'est un de mes versets préférés, parce qu'en effet, Dieu maîtrise tout et a tout fait. C'est très clair, là, il n'y a pas d'espace pour le libre arbitre ou pour le hasard ou pour je sais pas quoi. Donc Dieu a tout fait pour un but. Voilà. Si vous êtes athée, vous n'avez pas de but. Pourquoi vous vivez tout va disparaître de toute façon. Donc voilà. Mais si Dieu a tout fait pour un but, ça veut dire y compris, voilà, même le méchant pour le jour du malheur, y compris la souffrance, qui du coup prend un sens. Si vous souffrez, ou si un de vos proches souffre, ou si le monde souffre, et que vous souffrez en conséquence, sachez que c'est pas innocent. Voilà. Certainement, on paye nos péchés, Dieu nous fait payer nos péchés, et il nous éprouve donc pour nous améliorer. Voilà. Donc, il faut placer sa confiance en lui, et tout ira bien, parce que, au pire, si on meurt, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Voilà un autre verset que je pourrais vous citer. Donc, Christ est ma vie, donc pendant toute ma vie, depuis ma conversion en tout cas, j'ai Christ avec moi, donc je peux, quand je suis voilà, quand je vois toutes les informations là, dont on vient de parler, je peux me confier à Christ en lui disant, bon bah Seigneur, je ne sais pas pourquoi Trump fait ce qu'il fait, on va prier pour lui déjà, pour qu'il arrête toutes ces conneries. Pareil pour Macron, alors bon, Macron fait des trucs un peu mieux ces derniers temps, mais voilà. Est-ce que c'est sincère? Donc on prie pour Macron, on prie pour les grands de ce monde, y compris Xi Jinping, Poutine, qu'ils soient convertis, qu'ils arrêtent leur folie eux aussi. On prie, mais on te fait confiance, Seigneur. Si tu le fais, c'est que tu as tes raisons et que tu es parfait et que tu connais tout. Donc c'est pas moi, pécheur, petit voilà, pécheur converti grâce à toi, qui vais commencer à critiquer la marche du monde. Si le monde est comme il est, c'est ce que disaient les protestants français quand ils étaient persécutés. Vous voyez, ils disaient bah, on l'a mérité. Alors même si d'un point de vue humain, c'était injuste ce qu'ils vivaient, puisqu'ils étaient persécutés pour leur foi et qu'ils n'avaient rien fait, mais d'un point de vue divin, ils disaient bah oui, on est pécheurs, donc Dieu nous punit pour ça. Vous vous rendez compte? Et derrière, Dieu s'est servi de cette persécution des protestants pour diffuser le protestantisme, à partir de la France notamment, dans le reste de l'Occident. Et donc, voilà, Dieu agit comme il l'entend, et il a tout pouvoir pour ça, et il faut lui faire confiance, parce que sinon, vous allez faire confiance à qui? À vous-même. Bon courage. À votre femme, oui, très bien, mais Dieu passe avant. Votre femme, votre fils, vos proches, vos parents, tout le monde. Et c'est ça qui est mal compris quand on n'est pas croyant, quand on n'a pas la foi, parce qu'on se dit, ouais, mais pourquoi faire passer Dieu avant nos proches? Et j'ai vu un enfant qui a le cancer, alors Dieu, hein, qu'est-ce qu'il fait? Bah, si cet enfant vous touche et que vous vous engagez contre le cancer derrière, bah, il s'est servi, Dieu fait d'un mal un bien, voilà encore un verset. Oui. Il y a que ça dans la Bible, parce que c'est un livre d'espoir, c'est la bonne nouvelle, hein, comme on l'appelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc Dieu fait d'un mal un bien. Si il y a des enfants qui ont le cancer, déjà, c'est sur cette terre, mais il y a l'éternité qui attend ces gens. Et la Bible nous donne là aussi des raisons d'espérer. Pour ceux qui ont la vie la plus misérable ici-bas, il y a de fortes chances qu'ils aient la meilleure des vies pour l'éternité. Donc il vaut mieux avoir une vie misérable. C'est ça la fable, pas la fable. Lazare, je ne sais pas si c'est une fable, mais non, c'est pas comme ça qu'on l'appelle. La parabole ouais, de Lazare et du riche et du pauvre. Lazare, oui, Lazare c'est le pauvre et le riche qui n'est pas nommé. Donc Lazare vit une vie terrible, il a des pustules que les chiens viennent lécher, il mange les miettes qu'on lui lance, etc. Et puis,
À côté, vous avez le riche qui, lui, festoie tous les jours, il a plus qu'il ne lui faut, et à leur mort, Lazare va au paradis et le riche va en enfer. Voilà. Et là, on voit cet échange frappant entre le riche qui est en enfer et qui demande à Lazare, bah, est-ce que tu pourrais pas me donner une goutte d'eau là, parce que j'en peux plus. Et il dit, bah non, il y a un fossé entre nous, et voilà, c'est terminé, là, c'était avant qu'il fallait... Là, tu as profité de ta vie, tu as eu tout ce que tu pouvais espérer, alors que Lazare, lui, a vécu vraiment une vie terrible. Eh bien, maintenant, voilà, les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc, il valait mieux une vie misérable, hein, les misérables, je suis en train de lire Victor Hugo, c'est génial, mais il valait mieux une vie misérable sur cette terre et une éternité auprès de Dieu, au paradis, plutôt qu'une vie avec tous les avantages, les richesses, et puis une éternité en enfer. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pas une incitation à devenir pauvre ni misérable, évidemment, il faut bien le comprendre, là, parce qu'il y a des mauvaises interprétations là-dedans. Et d'ailleurs, le protestantisme a donné les meilleurs fruits en termes de richesse. Donc, voilà. Mais quand vous avez cette bonne mentalité, déjà, ça vous rend plus humble, et puis c'est une source d'espoir. Voilà, donc je pense que ça répond bien à votre question. Je ne vais pas faire plus long, mais je pourrais. Hein. Dernière question, 39e. Donc, quel est l'intérêt de l'Ukraine de s'allier avec la Turquie? Et surtout, quel est l'intérêt de la Turquie? Je croyais ces derniers proches de la Russie. Non, alors, non, vous êtes trompé. La Turquie est un ennemi vraiment héréditaire hein, de la Russie. Alors là, on peut remonter à des siècles et des siècles avec l'Empire ottoman. Donc, alors c'est compliqué parce que la Turquie est proche du Hamas. Ce sont des musulmans. Alors, ils ont hébergé les leaders du Hamas qui ont fui le Qatar après que les États-Unis aient exercé une pression sur le Qatar pour arrêter de soutenir les gens du Hamas. Et donc, la Turquie est anti-Israël, mais là vraiment très fortement, où Erdogan s'est prononcé à de nombreuses reprises contre Israël et éventuellement pour aller envahir Israël. Enfin, c'est allé très loin. Bon, c'était que des mots, mais quand même, vous dites pas ces mots, puis vous hébergez pas les mecs du Hamas si vous n'avez pas une dent contre Israël, hein, quand même. Mais ils sont anti-russes, tout en étant pro-chinois. Alors, pro-Parti communiste chinois, ça c'est récent, hein, c'est depuis 2016, parce que mais la Turquie pourrait quand même se retourner contre la Chine, parce que d'une part, elle est dans l'OTAN, et d'autre part, il y a quand même le génocide des Ouïghours en cours, qui sont des gens d'origine turque. Alors, quand on mélange un peu tout ça, ça fait un cocktail très compliqué, et on se dit que l'OTAN, on pensait, comme moi, enfin, j'ai longtemps pensé que la Turquie était le maillon faible de l'OTAN. On l'a bien vu d'ailleurs quand la Finlande et la Suède ont voulu rentrer, c'est la Turquie, bon, Orban aussi, mais c'est surtout la Turquie qui a freiné des cas de fer. On a fini par céder en échange d'accords avec la Suède notamment, mais on pensait que c'était du coup le maillon faible de l'OTAN, parce que c'est culturellement, la Turquie est musulmane, je crois que c'est le seul pays musulman dans l'OTAN, sauf erreur de ma part. Et donc là, avec Trump qui se retire, il est capable de se retirer de l'OTAN, parce que je disais tout à l'heure il a fait cette déclaration hallucinante que j'aurais jamais pensé qu'un président américain ferait. C'est-à-dire que sans les États-Unis, l'OTAN ferait moins peur à Poutine. Il faut quand même être dingue pour dire ça. Et donc, de maillon le plus faible, la Turquie pourrait devenir le maillon le plus fort de l'OTAN. Bon, avec la France, mais la France, maillon fort, on a du mal à le croire. Bon, il y a quand même une armée de métier de 200 000 soldats, il y a l'arme nucléaire, bien sûr, il y a tout ça. Donc ça, j'oublie pas. Mais bon, on tient 8 jours en guerre de haute intensité pour l'instant. Mais on est 3e exportateur mondial d'armes, donc voilà. Et du coup, la Turquie joue un rôle fondamental. Elle a une armée beaucoup plus importante que la nôtre. Bon, elle n'a pas l'arme nucléaire, mais c'est des gens déterminés, les Turcs. Hein. Dans l'histoire, on l'a bien vu. Il a fallu vraiment toutes les forces de l'Europe réunies pour défaire les Ottomans. Et ça a mis des siècles. Donc, il vaut mieux les avoir de notre côté, surtout si on a la Russie en face. Et les États-Unis dans un rôle de neutralité plutôt favorable à la Russie. Donc, quant à la Chine, ben voilà, on rentre dans l'inconnu. Je dois dire que je développerai ça dimanche, bien sûr, mais là, on rentre dans l'inconnu de ce renversement d'alliance qu'on n'a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui est est-ce que ça dépend uniquement de Trump? Trump lui-même étant imprévisible, est-ce qu'il ne va pas à nouveau renverser l'alliance? C'est des trucs de fou, parce que avec tout le poids des États-Unis dans la balance, je veux dire, une déclaration peut renverser l'alliance à nouveau dans l'autre sens, vous voyez? Enfin, je sais pas jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'il va vraiment prendre le Groenland, le Panama et le Canada? Sérieux? Est-ce qu'il est capable d'aller jusque-là? Et Mexico, le Mexique, est-ce qu'il va faire la guerre au Mexique et au cartel, soi-disant, mais est-ce qu'il peut créer vraiment un embrasement là de l'Amérique latine?
l'Amérique du Sud et à la frontière même des États-Unis. Enfin, est-ce que la Chine va déplacer des soldats à la frontière entre le Canada et les États-Unis, hein, parce que le Canada, s'ils n'ont plus les États-Unis, ils vont faire appel à la Chine, puisque eux-mêmes sont très influencés par la Chine. Alors là, parce que c'est ça, si les États-Unis se rapprochent de la Russie, le Canada et l'Europe vont se rapprocher encore plus de la Chine. Et alors là, vous n'avez rien vu. Donc, bon, tout ça, évidemment, c'est encore que des supputations, mais ça a l'air d'être les rails sur lesquels on se dirige, hein, quand même. Donc ça, je reviendrai là-dessus dimanche. Voilà, je vous remercie, chers souscripteurs, de m'avoir envoyé toutes ces questions. Vous avez été très volubiles, là. Je crois que j'en ai jamais eu autant. J'ai essayé d'y répondre voilà, en 1 heure, un peu plus maintenant. Donc, j'ai dépassé mes 45 minutes habituelles, mais il fallait bien 1 heure pour répondre à toutes ces questions, un minimum, quoi. J'aurais pu répondre plus en détail à certaines, mais voilà, pardonnez-moi si je n'ai pas répondu assez longuement à vos questions. En tout cas, dimanche, je prendrai d'autres questions. Ce sera ouvert à tout le monde cette fois. Et on fera le point sur ces 5 ans qui viennent de passer et avant mes vacances bien méritées. Voilà, donc à dimanche. Et d'ici là, portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ, Sauveur, la Nouvelle France libre et la vraie droite. Salut.